on commence vraiment de zéro. Château Galoupet, on commencé le virage vers la biodiversité, mettre vraiment l'environnement au cœur de tout ce qu'on fait. On a commencé ça il y a très peu de temps. Donc j'ai malheureusement pas énormément de choses à vous apprendre sur les bonnes pratiques parce qu'on n'a que 2 ans de bonnes pratiques. Je pense qu'on peut par contre être un bon exemple de comment ça se passe quand on démarre, quand on commence quasiment d'une page blanche, ce qui est le cas pour nous. Juste donc situer un petit peu le domaine, on est en Provence, dans le Var, quasiment au bord de la mer, donc un climat très sec. L'eau est vraiment un enjeu primordial pour nous dans la région. On fait majoritairement du rosé de Provence, un petit peu de rouge, un petit peu de blanc, mais la production est vraiment focalisée sur le rosé. Et quelques mots sur la région du Var, on est assez privilégié, c'est une région qui est restée par rapport au reste de la Côte d'Azur, très sauvage. C'est un des départements les plus boisés de France. Il y a énormément d'espaces Natura 2000, y compris à côté du domaine. Et on est aussi protégé par toute la région avec la loi littorale. Un petit zoom du coup sur le domaine. J'essaie de pointer le laser, c'est là. Hop. Donc on a la particularité d'avoir tout notre vignoble d'un bloc. 69 hectares de vignes et on a aussi 77 hectares de forêt qui sont dans la zone de bois classé et qui sont attenantes au domaine. Donc juste à côté de la mer, on a d'autres espaces naturels qui sont assez intéressants. Ça, c'est des anciens salins qui sont plus en activité depuis une quinzaine d'années, qui sont devenus une réserve ornithologique. Et puis ensuite, côté mer, il y a tout un sanctuaire qui est le sanctuaire Pélagos, qui est aussi une zone protégée. Je me rends compte que quand je tourne trop la tête, on m'entend moins bien. Hop. Donc ça, je viens de le dire, je vais passer. Donc la cave est ici, donc au cœur du vignoble. Hop. Donc l'acquisition a été faite en 2019. Avant ça, le domaine a été propriété d'une riche famille pendant une 50aine d'années. Qui avait acheté cette maison en gros pour faire leur maison de vacances dans les années 50 et on voit qu'ils ont quand même sacrément endommagé l'endroit avec un terrain de tennis, une zone complètement artificielle ici, de gros travaux qui ont été faits pour faire de l'événementiel et un domaine qui est assez minéral pour le coup. 50 années d'agriculture conventionnelle, donc pas mal de pesticides, donc des sols au niveau des vignes qui étaient très appauvris, un vignoble qui n'était pas en bon état non plus. Et depuis tout à l'heure, je vous parle de bois classé. Techniquement, c'est plutôt un maquis classé parce que toute la zone a brûlé durant un grand incendie en 2017. Et du coup, même dans les bois classés, on part de zéro. Donc, du coup, quand je vous dis qu'on part de zéro, on part de zéro dans le sous-sol, on part de zéro dans les vignes, et on part de pas loin de zéro sur l'espace de bois classé aussi. Mais du coup, c'est là qu'on a des challenges qui sont intéressants à relever. C'est un domaine qui a un fort potentiel. Comme je l'ai dit, le cadre est très très protégé. On est vraiment entouré de zones classées. Le climat qui est très sec, c'est vraiment propice à faire du bio. Pour qu'il y ait des maladies, il faut qu'il y ait de l'eau liquide. Et nous, on n'en a quasiment pas parce qu'il pleut pas. Et les rares fois où il pleut, on a un vent constant qui va sécher le vignoble. Du coup, on a assez peu besoin de traiter. La configuration du site avec ce vignoble en un seul tenant et les bois classés qui sont aussi en un seul tenant qui le jouxtent, ça nous permet de faire un petit peu ce qu'André a montré tout à l'heure sur sa propriété, cette espèce d'écosystème où on va pouvoir tirer profit à la fois des bois classés et aussi de la partie vignoble. On a un accès en eau qui est assez intéressant dans la région aussi, avec à la fois une retenue collinaire ici qui est une source d'eau douce qui est assez rare en Provence, et on a aussi une connexion au canal de Provence qui est un réseau d'irrigation dont on peut profiter. Le savoir-faire des équipes, c'est des équipes qui sont en place depuis pas mal d'années, qui connaissent bien le vignoble et sur lequel on peut s'appuyer pour la renaissance du domaine. Et puis l'obligation finalement qu'on avait d'arracher. On arrachait parce que le vignoble est en mauvais état et aussi parce que la nouvelle identité de vin qu'on veut produire ne peut pas s'appuyer sur tous les cépages qui sont existants au domaine. Alors, historiquement, le domaine faisait pas mal de rouge. Nous, on s'oriente plus sur du rosé et donc on doit aussi arracher des parcelles de Mourvèdre, par exemple, qui nous intéressent pas trop. Et on a du coup cette opportunité d'arracher.
qui est en soi à la fois en anglais c'est a gift and a curse, c'est à la fois très très dur de devoir arracher, en même temps c'est une super opportunité de refaire les choses différemment par rapport à avant pour refaire des parcelles plus petites et pour pouvoir de mettre de l'agroforesterie là où il n'y en avait pas précédemment. Un autre aspect qui est important, c'est l'appui du groupe. Le groupe LVMH a beaucoup de moyens et ça nous permet de faire les choses assez rapidement parce que toutes ces choses sont chères et l'appui du groupe est quand même très très confortable pour ça. Ce que je dis pas là, c'est que la marque aussi, la marque Galoupet, quand on a racheté, quand je dis on, malheureusement, j'ai pas ce capital moi, mais quand le groupe a racheté le domaine, la marque Galoupet n'avait que très peu de valeur. Et donc, voilà, on avait en plus d'un domaine qui n'était pas en bon état, une marque qui était inexistante. Donc, c'était vraiment l'opportunité de tout créer. Et on a décidé finalement de mettre la biodiversité et l'enjeu de l'environnement au cœur de l'identité de la nouvelle identité de Galoupet, pour pas simplement, pour aussi en faire une sorte de vision et de raison d'être. Et donc notre vision, c'est finalement de protéger tout le domaine qu'on a et de protéger cette biodiversité pour en retour pouvoir élaborer des vins exceptionnels. Donc on a essayé d'avoir une approche qui soit un peu systématique, avec plusieurs objectifs: arrêter de tuer, mieux connaître pour mieux protéger, apporter de l'eau, renaturer les vignes, renaturer les bois classés et relier les écosystèmes. Et à chaque fois, du coup, on a lié des actions en fonction de ces différents objectifs. Donc pour renaturer quelque chose, commencer par arrêter de tuer, c'est déjà un bon début. Donc on est passé en bio immédiatement après l'acquisition. Connaître et mieux protéger, on s'est tout de suite entouré de sachants, parce que sur le domaine, on avait des très bons vignerons. Moi, je suis très très généraliste. Enfin, je suis à la fois pluricompétent, mais aussi multi-incompétent. Je suis spécialiste de rien de par mon parcours. Donc, il fallait absolument s'entourer de gens qui étaient spécialistes de ça. Donc, on s'est entouré du Conservatoire des espaces naturels pour travailler avec nous sur les bois classés. On s'est entouré d'une équipe d'intervenants sur la partie vignoble et travail des couverts végétaux dont je vais vous parler tout à l'heure. Mais il y a vraiment cet état de fait qu'on n'a pas la connaissance, et cette connaissance, elle existe ailleurs, il faut aller la chercher. Apporter de l'eau, c'est vital pour renaturer quelque chose. Une fois qu'on a arrêté de tuer, il faut de l'eau. Et du coup, on a tout un travail qui est fait sur l'aspect hydrologie, que je vais vous présenter tout à l'heure, pour pouvoir retenir l'eau de pluie quand elle tombe sur le site. Les couverts végétaux pour renaturer les vignes, plan de gestion, j'en ai parlé, et puis enfin l'agroforesterie et la traîne verte. Donc ce que je vais essayer de faire là, c'est d'un petit peu vous expliquer chacune de ces différentes étapes. Donc d'abord sur l'eau, là ce que vous voyez c'est la partie nord du domaine avec les bois classés. On a fait intervenir une société qui s'appelle Permalab qui fait de l'hydrologie, qui a fait toute une analyse topographique. Le problème qu'on a en Provence, c'est que déjà il pleut pas souvent. Quand il pleut par contre, c'est les épisodes cévenols qu'on voit tous à la télé au moment de l'automne. C'est des pluies qui sont diluviennes, qui ruissellent. Ça fait énormément de dégâts. Et en même temps, cette eau, on n'en profite pas parce que tout va directement à la mer. C'est une espèce de chasse d'eau où tout s'écoule très très rapidement. Donc on a un gros travail qu'on a commencé là de retravailler cet écoulement des eaux pour pouvoir ralentir la vitesse de l'eau. Quand on ralentit la vitesse de l'eau, on arrête d'endommager les parcelles de vignes, les différents fossés d'écoulement, et on commence à la réorienter un petit peu vers les parcelles pour pouvoir en profiter. Avant de planter quoi que ce soit en matière d'agroforesterie, etc., pour nous, c'était primordial de canaliser l'eau, parce que si on plante des arbres sans avoir d'eau derrière, soit à la prochaine pluie, tout va être arraché ou tout va partir, soit il faudra en permanence irriguer ces arbres qu'on plante parce qu'on les aura plantés dans un endroit où il n'y aura jamais d'eau. Donc c'était vraiment le premier objectif. Travailler l'eau, ça nous permet aussi de reconstituer les sols. Je vous ai dit que cette zone, elle a été endommagée par un incendie en 2017. Donc l'incendie, non seulement il a forcément brûlé tout ce qu'il y avait en surface, mais le fait qu'il n'y ait plus d'arbres à cause de l'incendie, les sols étaient plus retenus.
et lors des pluies d'automne, tout le sol est parti. Et du coup, pouvoir régénérer cette forêt qui a perdu son sol, c'est aussi ultra délicat. Donc, dans ce qu'on va faire au niveau de la trame bleue, on a aussi des zones des fascines qui sont des espèces de grillages qu'on va mettre à certains endroits pour retenir le sol et aider finalement la nature à reconstituer son sol un petit peu plus rapidement. En parallèle du travail qu'on fait sur l'eau, on ramène de la vie dans les vignes. Donc, je ne vais pas vous parler plus en détail des couverts végétaux, parce que c'est un sujet, je pense, que tout le monde connaît. Il y a énormément d'aspects qui sont très positifs sur la nutrition des pollinisateurs, parce qu'on va sélectionner des espèces qui sont mellifères. Je parlais de l'eau tout à l'heure, le fait d'avoir ces racines qui vont décompacter le sol. Une fois qu'on aura ramené de l'eau sur les parcelles, le fait que les racines aient décompacté le sol, ça va aussi permettre l'infiltration de l'eau dans les vignes. Et puis la matière organique qu'on va pouvoir mettre en place dans les sols, ça va agir comme des mini-éponges qui vont aussi augmenter la capacité hydrique du sol. Sachant qu'on part encore une fois, d'un point de départ qui est très bas. Le taux de matière organique dans nos parcelles, il est de moins de 2%. Donc on est vraiment très pauvre, même en Méditerranée. La Méditerranée, traditionnellement, c'est assez pauvre en matière organique. Nous, on est vraiment très très pauvre. Et ça nous ramène aussi tout un microcosme de bactéries, de champignons qui vont pouvoir redémarrer des cycles du carbone. Quand on a fait nos analyses de sol, en plus d'avoir très peu de matière organique, on a vu qu'au niveau des bactéries vivantes, on était très pauvre. Au niveau des champignons, on était très pauvre. Les actinomycètes, on est très pauvre aussi. La teneur en phosphore, on est vraiment à l'arme de façon très 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 basse aussi. On a un tassement du sol, donc on part vraiment d'un mauvais état, et ces couverts végétaux vont vraiment nous aider là-dessus. Ce qui est difficile en fait quand on commence de rien comme nous, c'est de trouver la bonne recette, parce qu'il peut y avoir tout un tas de choses qui vont marcher, qui vont pas marcher. Nous, on a pris la décision de le faire de façon assez scientifique et assez systématique, parce qu'on se dit que si on avait simplement pris une recette et puis qu'on étalait ça sur l'ensemble de la propriété, ça pouvait marcher, mais c'est quand même assez peu probable, c'est un peu un coup de poker. Si jamais ça marche, tant mieux, on a vraiment décroché le loto et puis il n'y a pas de question à se poser, on a trouvé la recette gagnante et puis on continue de l'utiliser chaque année. Si ça marche pas et qu'on n'a pas étudié, on ne sait pas ce qui n'a pas fonctionné. Du coup, on ne sait pas ce qu'on doit corriger derrière pour le faire différemment. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on est des vignerons. Nous, on est pour la biodiversité, bien sûr, mais si on n'était que pour la biodiversité, on ferait pas de vignes, on arracherait nos vignes et on ferait de la forêt. Donc nous, on a aussi besoin d'un modèle économique. Et du coup, on doit bien voir ce que font ces couverts végétaux sur notre vigne et in fine sur notre vin. Donc on doit aussi voir ce que font ces couverts végétaux sur le sol. Donc en fait, ce qu'on a fait pour ça, c'est qu'on s'est associé avec une équipe de 3 spécialistes, un physiologiste des plantes. Et d'ailleurs, Jean-François Agut, c'est Bruno Bourrier qui vous passe le bonjour, parce qu'il m'a dit qu'il était venu visiter votre exploitation il n'y a pas très longtemps. Donc il y a Bruno Bourrier qui est le spécialiste de la physiologie végétale, un expert de la biologie du sol et un expert des semences. Donc l'expert des semences va, en fonction de nos sols, nous donner la recette qui pour lui devrait bien fonctionner. Ensuite, il va venir identifier ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et puis nous proposer des correctifs. Le biologiste du sol va voir et nous aider à voir en fait l'impact de ces différents types de couverts sur la vie dans le sol. Est-ce que du coup on a toutes les chaînes trophiques qui vont nous permettre de minéraliser la matière organique qu'on va apporter, parce qu'au final la plante, ce qu'elle mange, c'est de la matière minérale, c'est pas de la matière organique. Et enfin Bruno, le physiologiste des plantes, va nous aider à voir si ces types de couverts vont peut-être induire des carences en phosphore, en eau, et nous aider à voir quels sont les impacts de tout ça sur les plantes. In fine, notre équipe technique est aussi impliquée pour voir quels sont les impacts de tout ça sur les vins. Est-ce qu'on a du coup une qualité des vins qui est meilleure ou pas? Ça, on sait le faire qu'en vinifiant de façon séparée tous ces essais-là. Donc c'est assez lourd, c'est forcément des années d'expérience, mais c'est pour nous la bonne façon de le faire de façon carrée pour avancer correctement. Pour la renaturation des bois classés, donc une fois qu'on a travaillé la trame de l'eau,
on regarde aussi comment on peut aider à renaturer tous ces bois classés qui sont en mauvais état. Donc on a commencé par faire 2 ans d'inventaire, en fait, avec le Conservatoire des espaces naturels. Avant de faire quoi que ce soit, il faut savoir de quoi on parle. Et ces 2 ans d'inventaire, alors c'est pas 2 ans où on avait un naturaliste qui était présent sur le domaine. En fait, il y a quelques fenêtres de tir au printemps notamment, pendant lesquelles certaines espèces sont observables pendant 2 semaines, et puis après pendant le reste de l'année on peut pas les observer. Mais en tout cas, on a fait un maximum d'inventaire pour voir ce qu'on avait au niveau faune, au niveau flore et au niveau habitat aussi sur cette zone de bois classé. On voit que c'est quand même très très riche, et finalement on arrive avec un plan de gestion qui a 3 types d'actions. Une action, c'est la replantation, ce qu'on a pu faire dans les endroits où finalement on a encore assez de sol malgré l'incendie, assez de sol pour replanter une zone qui est vraiment pas en bon état. Une autre action, c'est de la taille sélective, c'est-à-dire que si on n'avait aucune action, le massif forestier se fermerait. On aurait une espèce qui prendrait le dessus, et nous, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir une mosaïque d'habitats. Parce que avoir des habitats très diversifiés, c'est avoir plusieurs espèces, et finalement, c'est avoir la plus grande biodiversité possible. Donc on va peut-être tailler certaines plantes pour permettre à des arbres de prendre le dessus. Et l'idée, c'est d'avoir un bosquet d'arbres, un bosquet de taillis, une pelouse méditerranéenne, pour vraiment avoir quelque chose qui soit le plus diversifié possible. Et la dernière action possible, c'est simplement de protéger, de rien faire. Ça, c'est plutôt le cas dans les zones de vallée, qui ont été relativement préservées de l'incendie et qui sont relativement riches en eau aussi. Donc on va avoir des espèces d'orchidées qui sont assez rares, qui sont là-dedans. Donc là, il faut surtout pas toucher pour pas les déranger. On a pas mal d'espèces de chauves-souris aussi qui sont intéressantes, qui vont nicher près de la retenue collinaire. Et l'idée de tout ça, c'est de ramener cette biodiversité qui ramène in fine un équilibre. On voit que ce qu'on peut avoir comme problème aujourd'hui avec les sangliers, qui nous font des contrôles de maturité assez poussés au moment des vendanges, c'est lié à un déséquilibre. Ça fait des années qu'ils n'ont aucun prédateur sur place. La population augmente. Avec les feux de forêt, ils ont de moins en moins à manger, puisque la forêt n'arrive plus à les nourrir. Et ils ont de plus en plus intérêt à descendre dans les vignes pour se nourrir, ou à consommer des choses qu'ils ne consommaient pas avant, comme des orchidées. Ça, c'est la Serapia, donc c'est une orchidée protégée dans la région, mais ils vont les consommer, détruire les bulbes. Et du déséquilibre fait qu'une population prend le dessus et fait énormément de dégâts. C'est ce qu'on veut finalement rétablir avec cette biodiversité. Donc là, on voit que dans notre approche, on aura commencé par ramener de la vie, à la fois dans les bois classés et dans le vignoble. On reste sur la notion d'écosystème dont parlait Andrea tout à l'heure. Il faut les lier, en fait, ces deux choses. Pour nous, il n'y a aucun intérêt à ce que le vignoble vive sa vie dans son côté et que la forêt vive sa vie dans son côté aussi. Il faut lier tout ça. Et ça, on le fait avec de l'agroforesterie et avec des corridors végétaux. C'est-à-dire qu'il y a déjà des corridors qui peuvent exister au sein du domaine, qu'on va redévelopper pour pouvoir finalement faire transiter la vie depuis les bois classés jusque dans le vignoble. Ça a de sens que si on a ramené de la vie aussi dans le vignoble. Sinon, les bébêtes n'ont absolument aucun intérêt à faire le déplacement. Et idéalement, nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir suffisamment de corridors pour que la petite chauve-souris qui se réveille à la nuit tombée dans la retenue collinaire, dans notre mare en hauteur, elle puisse avoir limite sa carte avec Google Maps où elle prend le premier chêne à droite, le deuxième cormier à gauche, et elle va aller dans la parcelle de vigne dans laquelle se développe un petit papillon qui est en train de se nourrir du trèfle incarnat qu'on a mis en couvert végétal, et puis elle va aller le manger là, et ensuite retourner par son petit corridor repasser sa journée à dormir en forêt. Donc le corridor, l'arbre, il a cette fonction finalement de voie de communication, on va dire. Il a aussi une fonction d'habitat. Parce que même si on ramène des couverts végétaux dans les vignes, il y a quand même encore des passages d'engins agricoles, et ces habitats, ils sont pas pérennes en fait dans la vigne. Donc il y a besoin de ces corridors pour que des espèces puissent vraiment vivre là. Et je pense à la fourmi notamment dans nos régions du sud. Il fait très sec.
une des seules bestioles qui arrive à commencer le cycle du carbone et à découper vraiment les feuilles en petits morceaux, c'est les fourmis. Elles n'arrivent pas à faire leur nid de façon pérenne dans les vignes. Le seul endroit où elles arrivent à le faire, c'est dans les lisières qu'on aura pu faire par ailleurs. Et c'est aussi pour ça qu'on profite de ces replantations pour faire des parcelles qui soient les plus petites possibles. On a commencé ce travail avec un point de vue très vigneron, avec des analyses de sol, et on se rendait compte que certaines grosses parcelles qu'on avait de 4 hectares, quand on l'avait arraché, qu'on faisait nos analyses de sol, on avait 2 terroirs différents. Donc premier truc de vigneron, on était là, génial, 2 terroirs, ça va être 2 cépages différents, 2 porte-greffes différents, et on avait commencé à séparer notre parcelle comme ça, mais ça nous aide 2 blocs de 2 hectares, et d'un point de vue agroforesterie ou cycle du carbone, ça n'a pas beaucoup de sens, parce que dans un bloc de 2 hectares, pour que la petite fourmi qui habite en bordure aille au centre de la parcelle pour commencer à grignoter une petite feuille, à échelle de fourmi, c'est une distance qui est juste infranchissable. Donc on a préféré finalement rediviser ces parcelles avec des corridors. Donc ça nous a fait perdre des rangées de vignes, hein. Clairement au niveau du rendement, c'est pas une très bonne nouvelle. On a dû faire tomber des bandes de 3 rangs de vignes, sachant que nous on est à 2,30 m, donc c'est vraiment significatif, quasiment 7,50 m de vignes de perdu sur 300 mètres. Mais là on va mettre un corridor qui nous permet de finalement toujours avoir un cœur de parcelle qui soit atteignable par une bestiole qui habite dans un arbre. Donc là, je parle de la fourmi, mais c'est aussi des oiseaux, c'est aussi potentiellement une tortue, pour vraiment ceinturer nos parcelles avec cette vie. Le dernier point qui est encore pas très bien connu, c'est toutes les synergies qu'il peut y avoir en sous-sol entre les racines de certaines essences et les racines de vigne. Nous, on voit très bien que le chêne, par exemple, est pas du tout copain avec la vigne. Donc, on a des chênes dans les bois classés et on voit que les parcelles qui sont en bordure de chêne, les parcelles de vigne, toutes les vignes qui sont soumis à l'influence des racines de chêne sont vraiment pas en bon état. Par contre, on sait que certaines essences d'amandier, de pistachier, de figuier peuvent être hyper bénéfiques. Et ça, c'est quelque chose qu'on va aussi rechercher. Donc, on va dans l'agroforesterie qu'on va mettre en place, on va essayer plusieurs types d'essences et on va regarder ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas à chaque fois. On travaille beaucoup avec l'Office français d'apidologie, qui fait un travail chez nous de développement de ruches. On a à peu près 150 ruches qui sont en place sur le domaine. L'idée, finalement, c'est d'utiliser l'abeille comme facteur d'accélération. L'abeille, en butinant, va nous aider à accélérer la reproduction de toutes les plantes sauvages qu'on aura dans les bois classés, mais aussi de nous aider sur les couverts végétaux, comme on choisit des espèces mellifères, à ce que tout ça se féconde le plus possible et se ressème en fait le plus possible. Donc on aide aussi avec cet apport d'abeilles. On a aussi comme on est dans un endroit qui est assez protégé, une station de fertilisation où on va produire nos propres reines, les reines du galopet. Et au final, une fois qu'on aura toutes ces actions en place, on touche un peu à la notion d'écosystème dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on peut un peu symboliser avec ça, où on a nos bois classés, notre vignoble, et tout le travail qu'on fait par ailleurs, avec le travail d'agroforesterie, où on va avoir, ça c'est un figuier, ça c'est un pied de vigne, tous les échanges qu'on peut avoir en sous-sol, les logements pour des chauves-souris, l'alimentation de papillons sur des espèces mellifères, tout le travail du cycle du carbone où des petites fourmis vont commencer à manger tout ça et finalement redonner tout ça à la vigne. Et puis les couverts végétaux qu'on peut utiliser avec chacun qui auront des fonctions particulières. Ça par exemple c'est un trèfle incarnat, comme c'est une légumineuse, elles ont la propriété de fixer l'azote sur leur nodule avec les cyanobactéries, et donc relarguer de l'azote dans le sol. Ça c'est
une graminée, un barley, c'est de l'orge, qui ramène pas du tout d'azote, qui ramène pas du tout de matière organique non plus. Par contre, au niveau de l'eau, c'est hyper intéressant. Une fois que la plante meurt, ça fait un trou dans le sol, c'est donc un effet perforant, et du coup, l'eau va pouvoir s'infiltrer beaucoup plus facilement dans le sol une fois qu'on aura planté tout ça. On travaille aussi avec l'eau, le traitement de nos effluents pour pouvoir se servir des effluents de nettoyage de la cave pour pouvoir irriguer les parcelles. Et ensuite, on a tout notre cycle de l'eau là-haut avec notre retenue collinaire. Donc, on souhaite, sans pour autant aller dans de la biodynamie, même si on est en train de faire des essais, on se rapproche vraiment de cette notion d'un écosystème qui soit unique au Galoupet, et on garde toujours cette vision de vigneron. En fait, on fait ça pour la nature, on fait aussi ça pour notre vin. C'est toujours cette vision de notre marque où on a un pilier qui est l'environnement, l'autre pilier qui est la qualité du vin. On est persuadé qu'avoir cet écosystème unique nous fera produire des vins qui seront uniques. Parce que ces nutriments ne seront disponibles qu'au Galoupet, et du coup les vins qu'on produira, qui vont encapsuler ces éléments dans la baie de raisin et ensuite dans la bouteille, seront uniques à nous. On est aussi persuadé que ça rendra les vins meilleurs. Après, ça meilleur, c'est subjectif. Certains l'apprécieront, d'autres pas. En tout cas, que ce soit unique, ça c'est un fait. On sait que ce ne sera pas quelque chose qui sera duplicable ailleurs. Et au-delà de cet aspect biodiversité, la vertu de tout ça, c'est que ça nous rend aussi meilleurs dans l'impact de carbone. Je parlais tout à l'heure quand on prend soin des vignobles avec des couverts végétaux qui vont in fine enrichir en matière organique le sol. Toute cette matière organique, c'est du carbone qui va être séquestré. Donc pour le cycle du carbone, c'est parfait. Quand on fait pousser un arbre dans les bois classés, on va séquestrer du carbone aussi dans le tronc d'arbre qui est en train de grandir. Donc ça a un impact qui est très positif. On travaille beaucoup aussi sur l'eau. La Provence, c'est assez particulier parce qu'on a à la fois une richesse en eau qui est présente avec le canal de Provence, mais qui est hyper artificielle. C'est-à-dire que ce canal de Provence, il amène de l'eau du nord du département. C'est hyper facile dans notre région d'avoir de l'eau, du coup, ça coûte rien du tout, mais c'est très artificiel. On sait que tout ça, ça va pas durer. Et nous, on essaye d'anticiper ça avec un gros travail sur la réduction de notre consommation en eau. Et le dernier point, c'est de pousser cette vision aussi au niveau du packaging pour avoir des packagings qui soient le moins impactants possible sur l'environnement. Il faut savoir que dans un domaine viticole, le packaging, c'est à peu près 40% de l'impact en CO2. Et nous, on a vraiment travaillé pour avoir des packagings qui soient le moins impactants possible, soit en choisissant des verres colorés, alors que traditionnellement en Provence, c'est un verre qui est complètement transparent, qui est très joli, mais qui est du coup assez gourmand en CO2 parce qu'un verre pur blanc, il n'utilise que du sable pour être produit. Il n'utilise pas de verre. Il est 100% recyclable, mais il n'est pas issu de verre recyclé. Et produire une bouteille à partir de sable, c'est beaucoup plus énergivore que produire une bouteille à partir de verre, parce qu'il faut plus d'énergie pour la faire fondre. Et par ailleurs, le sable, c'est une ressource finie aussi. Le sable qu'on prend sur les plages, ça met des millions d'années à se refaire. Donc on a préféré partir sur une bouteille qui est en verre cannelle, pour le coup, qui elle est faite à partir de 70% de verre recyclé. Et l'autre bouteille qu'on propose, c'est une bouteille qui elle est en plastique. Donc, là aussi, c'est assez, on sort un peu des sentiers battus, mais c'est une bouteille qui est en plastique, beaucoup plus légère du coup, qui a un impact carbone bien plus faible que même la bouteille cannelle, et qui est issue de plastique qui est récupéré sur les côtes avant que ça aille en mer. Donc c'est issu du nettoyage des plages. Donc c'est garder cette philosophie de l'environnement, pas uniquement au niveau du domaine, mais aussi plus loin au niveau jusqu'au consommateur final. Et enfin, c'est partager les connaissances. L'idée, c'est déjà, on apprend énormément des autres, et on en est très 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 content, et puis on a beaucoup de gratitude pour ça. Et le peu qu'on connaît pour le moment, on souhaite aussi le partager pour avoir un peu un effet de levier. Et je suis pile dans les temps quasiment.